Étant enfant dans les années 80, à peine âgé de 8-9 ans, je n'avais pas encore de barbe au menton. Par contre, j'avais tous mes cheveux. La période était totalement différente. La société des années 80 ne mettait pas autant l'accent qu'aujourd'hui sur la pédagogie, la sensibilisation, la prévention aux écrans. France Inter t'expliquait pas encore comment il fallait t'essuyer les fesses lorsque tu allais aux toilettes. Tu pouvais donc te retrouver très tôt devant des programmes ou des films qui n'étaient pas en phase, pas adaptés à ton âge. Chose impensable aujourd'hui, je vous le dis. Allez, je fais mon vieux con, mais c'était génial. À 8 ans, tu étais confronté à ça. Et j'avais déjà vu ça. Ou alors ça. Steven Spielberg présente Les Goonies. Ou bien ça. Les parents n'avaient pas forcément les moyens de te faire garder les mercredis ou pendant les vacances. Il m'arrivait donc de me retrouver seul, de chipper des vidéos que mes parents cachaient. J'étais donc très souvent confronté à des expériences émotionnelles fortes. Mes sentiments de peur, je les ai côtoyés à ce moment-là. J'entrais dans un monde qui me procurait de la terreur, mais qui me donnait envie d'y revenir. La recherche du frisson, de l'angoisse. Ça te parle, toi, ça ? Carpenter fait partie des auteurs que j'ai découverts dans les années 80-90. J'ai découvert des films aux effets spéciaux complètement dingues. Étant aujourd'hui adulte et me lançant dans la vidéo, il fallait que je parle de Carpenter. On se retrouve de suite après le générique. Pour cette dernière vidéo, je vais vous parler d'un film qui me tient à cœur. Un film que j'ai découvert un peu sur le tard. C'est le film The Thing, sorti en 1982. Pour moi, c'est son œuvre la plus aboutie, la plus sombre et surtout la plus percutante. Un film incontournable. Donc pour les cinéphiles, aborder The Thing, rien d'extraordinaire. Pour les autres, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter cette petite critique, ou en tout cas, je vais tenter de décortiquer un petit peu certains aspects du film, mais pour vous inciter à aller le voir et à l'apprécier comme moi je l'ai apprécié quand je l'ai vu. The Thing de John Carpenter est un remake du film The Thing from Another World, sorti en 1951, de Christian Nyby et produit par Howard Hawks. Vous l'avez compris, la chose venue d'un autre monde. C'est le film sorti en 1951. Un film avec lequel il tient une filiation évidente et avec lequel il dialogue sans cesse. Les deux œuvres sont issues essentiellement d'un ouvrage littéraire de John W. Campbell Jr. qui est sorti en 1938. Donc c'est un recueil de nouvelles qui se nomme Le ciel est mort. Et le titre de cette nouvelle-là s'appelle La bête d'un autre monde. Pour la petite histoire, il s'agit d'un groupe de scientifiques qui découvrent un vaisseau spatial prisonnier de la banquise arctique. En tentant de l'en extraire à l'aide de la bombe thermique, ils le détruisent. Néanmoins, ils décèlent sous la glace un corps extraterrestre. Ils ramènent à leur base le spécimen, figé dans un bloc de glace, lorsque ce dernier fond accidentellement, libérant du même coup la chose. Toute la population de la base est menacée. Cette histoire, on va dire que c'est la version issue de la nouvelle, mais aussi de l'adaptation cinématographique de Hawks. Il est maintenant temps d'aborder le film de John Carpenter, The Thing, donc qui est tout simplement un remake du film de 1951. Donc d'aborder ce film-là et son rapport au remake. Il faut savoir que ce film est sorti le 3 novembre 1982 et c'est la première fois que John Carpenter travaillait avec un studio reconnu. Ce studio, c'était à l'époque Universal. Ils lui ont donné carte blanche pour les raisons suivantes, qui étaient que Halloween, qui est sorti en 1978, a été un carton, un franc succès. Il a explosé au box-office. Donc on a donné à John Carpenter carte blanche. On lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux, amuse-toi. Vous savez quoi ? Eh bien les gars, ils vont le regretter. Et pour les raisons que je vous ai citées dans la vidéo d'avant, avec la confrontation avec E.T. à la même année.
Et surtout, une société qui a muté, qui a changé, en tout cas dans son état d'esprit, et qui n'était pas prête à recevoir ce film-là. Tu vois, là, c'est celui-là. Donc, du coup, ça a été très compliqué. Le film est sorti en 1982. Au scénario, nous avons Bill Lancaster. À la bande originale, le grand compositeur italien Ennio Morricone. Aux effets spéciaux, Rob Bottin. John Carpenter met en scène 12 scientifiques, dont MacReady, incarné par Kurt Russell, dans une base située en Antarctique où le froid règne en maître et les paysages sont d'un blanc immaculé. Ces hommes aperçoivent des pilotes norvégiens aux commandes d'un hélicoptère. Ils essaient d'éliminer un chien loup qui tente de leur échapper. Les pilotes semblent affolés et par mégarde, ils font exploser leur hélicoptère et blessent dans la foulée un des scientifiques. Il se fera abattre en conséquence. Les 2 pilotes morts, les 12 scientifiques essaient de trouver une explication tangible, logique et rationnelle quant au comportement des Norvégiens et le lien avec le chien loup. De cette interrogation va naître une intrigue horrifique avec un monstre issu de notre monde qui va tenter d'assimiler l'être humain en le contaminant, de devenir lui, dans un but apocalyptique et de destruction, où le test sanguin aura son importance pour savoir si chacun est bien celui qu'il prétend être. Dès le début, le film laisse sous-tendre les difficultés dans lesquelles vont évoluer les personnages. La neige et le froid sont des manières d'accentuer l'isolement des personnages. Ces éléments préfigurent déjà la fin. On peut noter toutefois une différence majeure entre les 2 créatures, l'une abordée dans le film de Howard Hawks en 1951, où là elle est personnifiée, c'est-à-dire qu'on a une créature qui pourrait s'apparenter à Frankenstein, tandis que celle de Carpenter, on est dans quelque chose d'indicible puisque c'est une créature hybride qui prend forme en fonction du corps dans lequel elle est, qui est en mutation constante. Donc quand tu vois le film, tu comprends de suite, dès le début, que tu vas avoir affaire à un huis clos. De toute façon, John Carpenter, le huis clos, il adore ça. Il aime bien cette idée où tout finira dans un seul et même lieu. En 1982, quand le film est sorti, le film fait écho à l'apparition du virus du sida, avec cet aspect de contamination. Il aborde aussi la notion de l'identité. Il instaure dans ce film un véritable climat de paranoïa, c'est-à-dire que chacun suspecte l'autre d'être ce qu'il n'est pas. Tu vois le délire? Clark, Oui? tu n'avais rien remarqué de bizarre dans le comportement de ce chien? De bizarre? Non. Qu'est-ce qu'il faisait dans la salle commune? Je ne sais pas. Il a traîné dans la station toute la journée. Tu veux dire que personne n'a pensé à le mettre au chenil avec les autres avant la nuit? Oui? Et combien de temps as-tu resté seul avec lui? Je ne sais pas. 1 heure. 1h30, peut-être plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'en sais rien. Quoi? Je te dis que je ne sais pas, pour rien sans doute. Pour rien, hein? Une idée idiote. Il y a une grosse importance dans le hors-champ. C'est-à-dire que beaucoup de choses se passent dans le hors-champ. Et il est très douloureux d'ailleurs. Je te donne un exemple. Moi là, je suis là, je te regarde. Je sors du cadre, je reviens, je suis peut-être plus le même que tu as vu tout à l'heure. Et c'est là tout l'enjeu du film, c'est que toi, spectateur, tu te poses quasiment la question en permanence pendant 1h49, qui est qui? Et c'est ça qui est fort dans ce film. Et franchement, ça fait flipper. Le lien que John Carpenter entretient avec l'œuvre originale relève de la transmission cinéphilique. John Carpenter est un passionné, un cinéphile pur et dur. En effet, les indices posés dans le film sont les traces laissées par le dernier film de 1951. Tu vois ce que je veux dire? Pour te donner un exemple, dans le film de Christian Ibli et Howard Hawks, on va retrouver ce fameux cercueil de glace d'où est issue la bête. On va retrouver la même chose dans le film de John Carpenter. Ou alors, Kurt Russell à MacReady, du coup, visionnera une vidéo dans le film où on verra les scientifiques norvégiens qui font exploser le vaisseau spatial de la chose, qui est ni plus ni moins qu'une scène extraite du film d'Howard Hawks. Donc il entretient comme ça des liens cinéphiliques avec la base, la matière, celui qui l'a vu quand il était plus jeune. Voilà.
Donc tu l'as compris, on est encore dans ces codes-là, dans les codes récurrents des films de John Carpenter. C'est un film crépusculaire, simplement. C'est très très sombre. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de te le dire, tu l'auras compris. Pour revenir à Howard Hawks, c'est le film original. Ce qu'il faut savoir, c'est que Howard Hawks n'était pas très convaincu par l'esthétique de la chose. Elle lui paraissait kitsch, peu crédible. De ce fait, il la montre très peu à l'écran. Il ne fait pratiquement jamais de gros plans sur la chose. On la voit toujours de loin, en profondeur. Enfin. Dans son remake, Carpenter, un peu comme s'il avait besoin d'exorciser un traumatisme cinéphilique, de ce qu'il a vu ou de ce qu'il n'a pas vu. Ce qu'il n'a pas vu, c'est-à-dire fais confiance à l'imaginaire, la puissance de l'imaginaire. Lui, il va tout montrer. Le plaisir de montrer. Si on voulait se mousser un peu, on pourrait parler de pulsion scopique. Donc c'est ça. Lui, il déverse tout, il te met tout sur la table dans son film de 82. Et en voulant montrer tout, il a travaillé, comme je vous l'ai dit en introduction, avec Rob Bottin. Le gars a failli tomber dans la dépression la plus profonde. Donc c'est l'année avant le tournage. Le gars ne prend pas de vacances. 24 heures sur 24, sans savoir les aboutissements. S'exposer dans un film d'horreur à montrer la bête dans les années 80, je vous parle d'un temps où il n'y a pas le CGI, où il n'y a pas les fonds verts, on n'est que sur de la mécanique. C'était risqué parce que c'était se confronter à la crédibilité ou non du monstre. Et là, pour le coup, ça marche. C'est fait ce qu'on appelle un animatronique. Et en fait, on te montre par des gros plans des métamorphoses. Prenez le clip de Michael Jackson, par exemple, Thriller, c'est de l'animatronique. Sa métamorphose, quand il y a une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on voit le film dans le clip, Michael Jackson qui est en train de muter, de se transformer en loup-garou, là est tout le génie de John Carpenter. C'est-à-dire que au lieu de proposer une relecture basique d'une œuvre qu'il connaît, un peu comme on peut le voir dans les remakes d'aujourd'hui, les remakes qui ne proposent pas forcément de vision novatrice, quoi. Lui, le remake, c'est presque chez lui, il est presque condamné à faire que des remakes. Donc lui, il va réutiliser des matériaux antérieurs en tant que cinéphile, où on sent qu'il s'est confronté à l'image et au traumatisme que ça a pu procurer, et c'est avec ça qu'il va travailler le remake. Bon voilà, je vais arrêter avec The Thing, j'en ai dit pas mal. Juste pour compléter, The Thing s'inscrit dans une trilogie que John Carpenter désignera comme la trilogie de l'Apocalypse, avec L'Antre de la Folie et Le Prince des Ténèbres. Je vous prends pas en traître, ce sont des films sombres, durs à regarder, mais qu'il faut absolument voir si vous vous intéressez à son œuvre. Cette vidéo m'a permis de vous donner quelques éléments de compréhension pour mieux appréhender le film, notamment sa manière d'envisager le remake et les liens d'affiliation qu'il a avec certains films, comme ceux de Howard Hawks par exemple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le message du film, la manière dont il est ancré dans l'histoire et les contraintes auxquelles il a dû faire face. Ça a été un film un peu maudit, qui a connu un échec à sa sortie, mais colossal, quoi. Juste pour terminer sur cette touche-là, John Carpenter a, comme je vous l'ai dit, a eu une évolution de carrière très compliquée, en tout cas en termes d'image. Et lors de ses interviews, il aimera sortir cette citation-là que je trouve intéressante et qui est très révélatrice. C'est qu'il dit que en Allemagne, il est considéré comme un metteur en scène, en France comme un auteur, en Angleterre comme un réalisateur de films d'horreur et aux États-Unis comme un feignant. Donc nul n'est prophète chez soi et je pense que ce dicton-là, John Carpenter en fera sien. Voilà. Et aujourd'hui, il ne produit plus grand-chose et c'est vrai que il tombe un peu dans les oubliettes, on va dire, au cinéma, mais il est très important aujourd'hui, en 2019, en tant que réalisateur et auteur. Après, si je veux être objectif, c'est vrai que je me pose en fan de John Carpenter. Je suis quand même capable de reconnaître que dans toute sa filmographie, tout n'est pas bon. Pour moi, les derniers vrais bons films de John Carpenter sont L'Antre de la Folie et Le Village des Damnés. Après, ce qui viendra ensuite, il fera une proposition de film qui se dilue dans un cinéma d'horreur un peu banal. C'est à découvrir, bien évidemment, hein. Mais voilà, c'est pas ouf non plus. Je vous remercie. Si vous aimez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.